Il est d'autant plus faible que j'ai oublié de mettre le casque. Merci de me l'avoir signalé. Vous m'entendez mieux là, hein? Je n'en doute point. Donc je reprends quand même rapidement ce que je disais. On a vu dans le cours, une introduction où on est parti, plutôt de votre sujet, de vos profils, hein, qui ne sont pas des purs informaticiens, mais des gens qui peuvent être amenés à travailler avec des gens qui vont concevoir pour eux des outils. Éventuellement, il arrive aussi souvent que des ingénieurs vont travailler sur la conception d'outils, notamment avec les exigences, les besoins métiers, etc. Donc, connaître UML aujourd'hui ou SysML pour l'ingénierie système, c'est pas inutile parce que vous risquez d'être amené de plus en plus à avoir à être en contact avec des gens qui font de l'ingénierie par les modèles. Euh, Ce qu'on a vu aussi, la toute première fois, j'insistais sur les paradigmes, glissement de paradigme entre données, processus avec Muris que vous avez déjà vu. Mais bah, cette séparation très forte fait que maîtriser la complexité de ce qu'on produit ou même des descriptions, bah, ce n'est pas toujours évident. On a beaucoup de mal à maintenir euh, le code des systèmes logiciels qui sont produits, et le paradigme objet qui a été introduit a été une manière de le structurer pour mieux maîtriser cette complexité et travailler sur des éléments qui interagissent en étant basés sur le paradigme objet. Donc, paradigme objet inspiré du paradigme système, où on dit que pour maîtriser la complexité, si on décompose des choses de plus en plus, ça ne nous aide pas à mieux comprendre comment ça se comporte, parce qu'il y a des comportements émergents. Et pour maîtriser la complexité, on va s'arrêter au niveau de décomposition adéquat et on va travailler sur les interactions entre les éléments du système. On va travailler selon les domaines avec des boucles d'autorégulation, avec des systèmes de contrôle et de commande. Et toutes ces approches-là, basées sur la systémique, vont inspirer fortement le paradigme objet pour le développement, puis, à contrario, de plus en plus vers les méthodologies de conception, avec UML, donc, qui est la première version qui est basée sur le paradigme objet. Paradigme objet qui est limité parce que basé sur l'héritage, qui amène quelque part de fortes interdépendances entre plusieurs couches d'abstraction et qui font que on embarque à la fois la manière de réaliser son système avec ce qu'il est censé faire et ce qu'il est censé supporter. Et donc, évolution vers le paradigme composant, où quelque part on a une séparation des sujets, on passe par les containers et on déploie des logiques métiers dans des serveurs applicatifs techniques et on sépare bien les deux, tant et si bien qu'il n'y a plus de dépendance par héritage entre une logique métier qu'on décrit et la logique de réalisation qui va nous permettre de se concentrer sur la partie réalisation technique et non pas sur ce qu'on est en train de traiter, d'adresser pour les utilisateurs de nos systèmes logiciels. Donc ce paradigme composant, lui, a plus impacté UML2. Et à partir de là, on a eu de nouvelles manières de modéliser qui servent justement à mieux maîtriser cette complexité et avoir des systèmes plus ouverts, plus distribués, plus complexes, mais beaucoup plus faciles à concevoir dès lors qu'on utilise proprement le paradigme composant. Donc j'ai beaucoup insisté dessus et je l'ai fait de manière un peu théorique au départ parce que c'est probablement fondamental. Si on utilise UML et qu'on ne connaît pas le paradigme sous-jacent, c'est compliqué de savoir pourquoi on utilise tel ou tel type de représentation et qu'est-ce qui va guider leurs usages. Bon, c'est aussi important pour, quand on va présenter ces diagrammes, ne pas juste connaître une syntaxe, dire bon, d'accord, ce diagramme existe, mais pourquoi, ça sert? Aucune idée. Si on n'a pas un minima, en plus du langage, une illustration sur ce qui a motivé l'évolution de ce langage, c'est pas forcément très évident de l'utiliser à bon escient ou de comprendre pourquoi certaines personnes vont plutôt vous proposer des modèles de tel ou tel type. Pourquoi on va avoir des diagrammes composites, pourquoi on va avoir des diagrammes de composants, pourquoi on va avoir des diagrammes de classes. Ça risque d'être difficile à comprendre. Et puis le fait que ce soit un système, que ce soit comportemental et non plus juste de la production de code, bon, ça permet de savoir ce qu'est le système structurellement et puis comment il se comporte. Et puis de comprendre petit à petit la logique derrière UML pour pouvoir l'utiliser à bon escient, soit comme pour fournir des spécifications et proposer des
des définitions de systèmes à des gens qui vont les réaliser, soit pour réaliser ces systèmes et être assistés pour fournir ce qui correspond aux exigences des utilisateurs. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu la première fois. C'était un peu abstrait. Et je vous ai fait quelques articles qui l'expliquent. Je vous ai fait un petit article sur la pensée systémique. Donc, vous pouvez le dire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein, l'idée, c'est de comprendre la logique, comment ça fonctionne. Dans le QCM, je vous poserai quelques questions dessus. Il ne faut pas connaître par cœur, mais si vous avez bien compris la logique, ce sera plus facile de vous servir par la suite du ML ou d'être en contact avec UML. Ensuite, dans les sessions suivantes qui ont été faites à distance, on a travaillé, comme je suis un peu en retard, je vous ai demandé de produire un certain nombre de modèles. Donc, je suis encore en train de les récupérer, de les analyser. Ils vont servir ensuite pour les TP. D'ailleurs, ils font partie des TP, donc ça pourra vous donner quelques. Il y aura une petite note complémentaire qui sera basée un peu sur nos interactions et qui permettront de vous donner une deuxième note qui pourra compléter celle du QCM. Et puis, à partir de tout ça, on a vu un peu ces modèles-là et vous m'avez fourni des choses en PlantUML qui étaient générées automatiquement à partir de vos questions et qu'on a partagé ensemble et je vous ai montré un peu ce que ça donnait. Aujourd'hui, dans cette nouvelle session, on a un peu regardé ce qui était fourni, on a revu la manière de faire et on a exploré plus les diverses familles d'outils et de technologies qui permettaient de faire du ML. On a vu celles qui étaient basées sur déjà PlantUML, donc on met du texte avec une syntaxe parfois un peu compliquée, et puis on appuie sur un bouton et puis pouf, il nous dessine le diagramme automatiquement. Donc on a un peu jeté un œil à ces diagrammes, puis comment ça fonctionnait, comment les gens pratiquaient, et puis on s'est aperçu que ça avait un certain nombre de défauts, notamment du texte qui n'était pas toujours cohérent, qui devenait parfois compliqué à maintenir, pas d'interactivité avec les diagrammes et de possibilité d'interagir directement avec le diagramme qui était fourni. Ça nous a amené ensuite à explorer des outils de plus de dessin et de visualisation, mais qui apportaient un certain nombre d'autres qualités par rapport à ce qu'on a vu. C'est déjà, on interagit directement avec le diagramme. Alors, on n'a pas fait du visio ni de PowerPoint, parce que là, c'est vraiment trop long, mais on pourrait. Et là, on a vu plus des outils comme YED, qui est un outil professionnel avec du code à intégrer dans d'autres outils et qui donne des primitives de manipulation directe de représentation visuelle, beaucoup plus interactives, beaucoup plus faciles, avec du layout automatique, donc la mise en forme automatique du diagramme. Donc on gagne du temps, avec des possibilités assez intéressantes et assez rapides pour la mise en forme, mais des choses qui nous permettent de continuer à manipuler juste du graphe et du dessin. Donc on continue à manipuler des primitives de bas niveau qui sont juste sur la représentation visuelle, mais pas sur le modèle lui-même. On n'a pas de manipulation, de vraie manipulation de modèle UML. Dans la foulée, on a continué par rapport à ces outils avec d'autres technologies émergentes qui peuvent nous permettre de travailler ou de manipuler de l'UML. Donc, on a vu des outils avec des graphes basés, des visualisations de graphes avec tout ce qui était des contraintes basées sur l'application de force avec vis.js. On a vu également la possibilité de projeter ça sur des timelines. Et puis ensuite, on a regardé un petit peu un prototype fait à partir de Cytoscape.js, qui est un outil qui permet de travailler sur des graphes composites pour les représenter visuellement automatiquement avec des layouts, mais aussi de traiter tout ça comme un graphe et avec la théorie des graphes pour nous fournir des fonctionnalités supplémentaires intéressantes pour des architectes qui conçoivent en UML. Ce qu'on a vu également, c'était la possibilité de coupler ça avec des techniques de coloration automatique, avec création automatique de légendes en fonction des attributs qui sont fournis sur le modèle, de projeter, de transformer ces représentations de graphes en matrices, en sachant que les matrices sont de plus en plus proposées par les ateliers de modélisation UML.
Et puis avec des possibilités également de projeter sur des timelines si on veut traiter des aspects dynamiques et temporels des modèles, soit parce qu'ils contiennent des informations liées au temps, soit parce que on a besoin de voir comment notre architecture évolue. Et on peut imaginer beaucoup de services à haute valeur ajoutée qui combinent plusieurs techniques de visualisation avec certains aspects interactifs qui permettent de moderniser petit à petit et de faire évoluer les outillages qui sont associés à UML et qui sont là plus dans une perspective un peu plus du futur, mais on en reparlera dans quelques années. Je suis persuadé que ce sont des fonctionnalités de base qu'on trouvera dans ce type de plateforme. Donc on a vu tout ça et ensuite on a fait une petite rétrospective sur le fait de choisir le bon outil pour le bon usage. Et si vous êtes amené à travailler avec UML comme prescripteur, juste en utilisant ce qu'on vous propose dans l'entreprise ou ce qu'utilisent les, les ingénieurs qui vont travailler sur des applications qui vont développer pour vous, si vous avez tout ça, vous allez être amené à pouvoir mieux comprendre les familles d'outils qu'il y a derrière, à pouvoir donner votre point de vue, puis être à peu près des utilisateurs éclairés qui pourront quelque part avoir une idée de ce qui peut exister dans le domaine. L'important, c'est de ne pas se limiter au fait de dire que c'est juste un petit outil de dessin et on fait du visio, c'est largement suffisant. En réalité, c'est bien plus riche que ça et c'est vraiment différent. En gros, si vous n'êtes pas aidé par l'ordinateur avec des ateliers UML, vous avez des usages qui sont simples, mais qui ne sont pas forcément à très très forte valeur ajoutée à partir du moment où vous devez tout faire à la main et que la complexité de ce que vous avez traité nécessite d'être aidé par l'ordinateur. Et en général, c'est plutôt pour ça qu'on va faire de l'ingénierie par les modèles, c'est qu'on est aidé par l'ordinateur et on s'appuie sur des technos qui, par ailleurs, sont normalisés et sont des standards de facto. C'est-à-dire que inventer un système qui permet de faire ça, c'est pas si compliqué que ça. Mais si chacun fait son truc dans son coin, etc., après, il faut former les gens, il faut à chaque fois apprendre la nouvelle plateforme. C'est un usage limité et très restreint, ça coûte cher. D'où l'idée de s'appuyer sur des normes pour de l'industrialisation du monde de l'ingénierie logicielle ou de l'ingénierie système et faire en sorte que petit à petit, des meilleures pratiques basées sur des composants standards émergent dans ce domaine-là et permettent d'avoir une discipline qui est partagée par une communauté d'usage qui est importante, qui peut partager son savoir-faire, qui peut le développer et qui peut vraiment rentrer sur le chemin de l'industrialisation et travailler à une échelle importante, d'où plus d'efficacité, plus de qualité, de la production de masse de systèmes logiciels qui sont avec une qualité qui s'améliore constamment et avec la capacité à adresser une complexité sans précédent sur les problèmes à traiter. Et on sait aujourd'hui que on est confronté d'une manière systémique à des choses très très complexes, interactives et de plus en plus difficiles à maîtriser si on reste avec le papier et le crayon. D'où ce besoin d'avoir des outillages, des méthodes, des pratiques qui vont nous aider à faire tout ça. Et UML, puis SysML, sont des langages de modélisation de système utilisés pour l'ingénierie. On a d'abord focalisé sur le fait de faire un langage parce que les méthodes, c'était plus compliqué à faire, mais sans langage, de toute façon, une méthode commune ou des méthodes communes ou partagées, c'était absolument impossible si on n'avait pas quelque part un langage qui pouvait être disponible. Ce langage, pour traiter de la complexité, représenter des éléments et leurs connexions ou leur modularité ou les agrégations, les compositions qui étaient associées. Si on fait ça avec du texte ou avec des tableaux, c'est quelque chose qui est complètement impossible. Et donc, ce langage devait être un langage visuel, d'où l'appui au début et quand c'était papier-crayon sur des approches de diagrammes, plus basées sur la production de représentations visuelles à destination statique pour l'impression et de l'interprétation par les gens
petit à petit, on voit qu'on a des évolutions qui font qu'on peut imaginer aujourd'hui, l'avoir avec, des outils de représentation visuelle interactive qui nous permettent d'explorer tout le modèle, si on le souhaite, éventuellement ensuite d'en ressortir des vues spécifiques. Mais on voit que, tout ça, c'est en train de petit à petit évoluer. On a de nouvelles pistes d'exploitation encore plus intéressantes du ML qui sont, en train d'émerger. Donc une fois qu'on a vu tout ça, l'intérêt après, c'est de se dire, c'est de mieux maîtriser quand même ce langage, de voir sur des cas et des exemples. On a commencé à le voir avec PlantUML. Je vous ai un petit peu montré, les outils de visu pur, mais pour l'instant, par soi-même, c'est pas forcément l'intéressant puisqu'on veut vraiment modéliser visuellement. Et donc maintenant, ce qu'on va commencer à préparer pour la session suivante, c'est, le travail sur des plateformes de modélisation. Et donc, sur, le temps qui nous reste pour cette session, je vais commencer à vous présenter quelques outils et l'objectif pour la prochaine fois, ce sera que vous en choisissiez un et puis que, sur les divers modèles qui ont été produits avec PlantUML hem, et ChatGPT, c'est que vous travaillez à un petit peu, voir ce qu'apportent les plateformes de modélisation et de reproduire certains des modèles que vous avez faits dans ces outils-là, mais peut-être en respectant un petit peu plus les types de diagrammes qui existent, parce que PlantUML est pas complètement, 100 aligné avec les specs du langage. Et donc en essayant de reproduire ces diagrammes, c'est de voir un petit peu comment ça marche au niveau des outillages et ce que ça veut dire de représenter tel ou tel modèle. Et en faisant ces exercices, ce qu'on fera aussi, c'est qu'on essaiera de voir, à plus creuser chaque diagramme et on reviendra sur leur cas d'usage. C'est-à-dire que vous partez de diagrammes bien spécifiques qui sont liés un peu à une histoire, à une pratique et puis on complétera ça, on ira un peu plus loin, on verra les limites de PlantUML, on verra les limites de ChatGPT, et comme ça, petit à petit, vous allez découvrir de manière un peu plus, pratique et c'est vous qui allez manipuler, ce qu'est la modélisation en UML, pourquoi on le fait, pour servir quel process, quel type de process et puis comment les divers diagrammes vont nous aider à faire telle ou telle chose. Donc l'idée, ça va être que vous puissiez petit à petit refaire vous-même des modèles, ça va se faire par étapes et puis ensuite on analysera un petit peu ce qu'on a fait comme modèle et puis leurs usages potentiels seront illustrés sur des cas concrets pour vous montrer le potentiel qu'il y a derrière. Donc, on ne pourra pas faire tout ça dans le cadre de cette initiation à UML, mais ce sont des choses où vous aurez un paysage assez complet qui vous permettra déjà de pouvoir discuter dans les salons ou dans les entreprises quand le sujet vient sur la table. Mais si vous en avez l'opportunité ou l'envie ou la contrainte, ça vous permettra de pouvoir ensuite creuser plus spécifiquement certains points qu'on aura juste évoqués pour aller plus loin dans le développement, des compétences, si requis, dans, le futur de votre carrière. Donc voilà un peu l'idée pour, ce qu'on va faire aujourd'hui et puis la cible, future pour les prochaines sessions et je vais donc, aujourd'hui, vous présenter un peu les outillages possibles et puis on va voir ensemble ce que vous pouvez, éventuellement utiliser. Heu, Par rapport à tout ça, pour manipuler, il va falloir que vous ayez éventuellement une machine ou sur laquelle vous allez pouvoir, hem, installer un des logiciels en question. Une petite question que j'ai, c'est savoir la répartition au niveau de vos machines entre, des machines Linux, des Mac ou des PC Windows. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui travaillent plutôt sur des machines, Linux. Donc si c'est le cas, est-ce que vous pouvez alors je ne sais pas si on peut faire des sondages avec l'outil, je ne connais pas sur Zoom, il faudra que je teste ça. Mais éventuellement, on peut utiliser juste le chat pour que les gens qui sont sur des machines Linux se signalent au niveau du chat en m'envoyant un petit message. Est-ce que ce serait possible?